Alors, bio-inspiration, permaculture, alors bio-inspiration, biomimétisme aussi parfois, économie circulaire, tout ça, c'est des concepts novateurs, hein, on en entend beaucoup parler, qui sont plus inclusifs, plus respectueux des écosystèmes. C'est pour mieux gérer les parcelles agricoles, créer des parcs éco-industriels. Voilà, c'est des outils qui s'intègrent très bien au monde industriel, à condition que les entreprises s'en donnent les moyens. C'est ces concepts qu'on va voir avec Martin aujourd'hui, et c'est finalement comment on peut concevoir l'usine de futur de manière responsable, de manière durable, et peut-être en s'inspirant du vivant. Voilà, je vous laisse en compagnie de Martin, et je vous souhaite une bonne conférence. Un, deux, texon, un, deux. Ah, c'est parti. Bon. Eh bien, bonjour à tous. Merci bien d'assister à cette conférence. Je m'appelle donc Martin Hubert. Je suis étudiant en cinquième année en informatique au CESI d'Arras. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'éco-conception de l'usine du futur, en essayant de répondre à la problématique suivante. Peut-on s'inspirer de la nature pour concevoir les usines intelligentes de demain? Alors, nous allons commencer par une introduction sur l'industrie française, pour ensuite parler de l'industrie du futur et qu'est-ce qui nous attend. Ensuite, nous allons faire le pont entre écologie et industrie, donc en voyant différentes définitions des principes, pour ensuite établir une liste de principes et d'indicateurs de performance industrielle et bio-inspirés, pour enfin essayer de répondre à la problématique avec des cas d'usage des technologies 4.0 au service de la biosphère. Et enfin, nous conclurons. Alors l'industrie, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des activités qui combinent des facteurs de production pour produire des biens et des matériels destinés au marché, également des services. Donc là, c'est plutôt une définition de l'industrie manufacturière. Elle est essentielle donc au système humain et à leur survie et leur évolution, étant à la source de tous les biens et services qui font le bien-être et la santé, la sécurité de tous. Donc la France, c'est une puissance industrielle depuis la fin du 19e siècle. Elle a commencé donc avec le fer et le charbon. Et elle a donc connu les quatre révolutions industrielles. Donc la première étant celle avec la machine à vapeur. On est passé ensuite à l'électrique et à la production de masse avec le taylorisme, Fordisme. On est passé ensuite à l'électronique, qui nous a permis d'automatiser nos chaînes de production. Et enfin, nous assistons à la quatrième révolution industrielle, qui est celle de la convergence des espaces physiques et virtuels, et qui vise à connecter les machines, les systèmes et les utilisateurs à travers des interfaces homme-machine. Alors, l'industrie en France, c'est essentiel dans le tissu économique français, donc avec 1189 milliards de chiffre d'affaires, c'est 12,4% du PIB français. Alors 90% de ça, c'est la manufacture, donc qui représente 10% à lui tout seul du PIB français. Les 260 000 entreprises industrielles emploient 3,1 millions de personnes directement et 4,5 millions indirectement, sachant que un poste dans l'industrie crée 1,5 emplois hors industrie. Et enfin, 96,4%, c'est la part des produits exportés de produits industriels exportés dans l'exportation. C'est une part donc non négligeable. Ensuite, les secteurs industriels en France, donc on pense directement à l'agroalimentaire, l'automobile ou encore l'aéronautique, mais on peut également citer les industries de la métallurgie, de l'armement, de l'ameublement, mais aussi de la chimie, des équipements et des machines, ainsi que du bois. Alors, quelques exemples de grands groupes industriels. Donc, on a PSA, Safran, Michelin, EDF. Je suis sûr que vous en connaissez bien d'autres. Alors, quelques défis qui attendent l'industrie. Donc, la crise sanitaire nous a montré que les limites de notre modèle globalisé et à flux tendu. On assiste donc à une volonté de relocalisation, faire revenir la production, les moyens de production chez nous.
Également, l'industrie devra inscrire ses activités dans l'effort de développement durable, et ce, afin d'assurer la résilience des systèmes économiques, enfin industriels donc économiques, face aux crises à venir. Ensuite, poursuivre l'effort de numérisation, ça va de pair avec la compétitivité, donc rester compétitif par rapport aux autres pays, et face à la démographie, l'explosion démographique, créer toujours plus d'emplois. Alors, il est évident que voilà, une crise écologique est en cours. Elle se manifeste de multiples manières. On peut citer l'effondrement de la biodiversité dû à la destruction des écosystèmes, de leurs maisons, en d'autres termes. Et on dit qu'une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes, ce qui est plutôt alarmant. Ensuite, il y a une pollution globalisée, donc que ce soit de l'air, que ce soit de l'eau ou encore de la terre. On a un huitième continent totalement composé de déchets. Et toute cette pollution perturbe les écosystèmes, notamment le cycle de l'eau. Malheureusement, cette crise peut être à l'origine en fait de nombreuses autres crises en cascade. On peut par exemple citer, on va dire un raz-de-marée qui crée une crise économique ou sanitaire ou sociale. Et enfin, l'explosion démographique qui là, plus il y a de monde, et bah, plus on va consommer de ressources. Et on assiste donc à la déplétion des ressources naturelles ainsi que la disparition des terres arables. Alors l'écologie, pardon, l'industrie, elle a une importante part dans cette empreinte écologique. Donc d'une manière mondiale, l'industrie représente 50% de la consommation électrique et un tiers des émissions carbone. Et l'industrie des textiles, si c'était un pays, eh bien, il serait le deuxième plus gros pollueur du monde. Heureusement, on assiste à une prise de conscience globale, donc avec des consensus de plus en plus marqués. Et malheureusement, on pense plus rapidement à gérer les déchets et les ressources, et on pense pas forcément à l'impact sur la biodiversité ou encore sur les communautés vivant alentour. Donc face à ces constats, l'industrie va devoir se renouveler pour faire face à une double transition, qui sont celles numérique et sociale d'une part, donc embrasser l'industrie 4.0 et ne pas laisser le maillon humain de côté. D'autre part, voilà, rentrer dans une transition écologique et énergétique pour essayer d'être moins gourmande en énergie fossile. Alors, passons maintenant à la définition de l'industrie 4.0. Donc, c'est une nouvelle façon d'organiser les moyens de production. Elle est caractérisée par la convergence du monde virtuel, de la conception numérique et de la gestion avec les produits et objets du monde réel. Donc, c'est ni plus ni moins que l'interconnexion des machines, des systèmes et des utilisateurs. Donc, c'est mis en œuvre par des cyberphysiques qui échangent de manière perpétuelle des données en temps réel, et ça permet une interconnexion à deux échelles. Alors la première échelle, c'est l'échelle micro. Donc j'ai représenté ici un module de création de valeur, qui n'est autre qu'en fait le croisement de facteurs de création de valeur, qui sont le produit, les processus, les équipements, l'organisation qui est humaine. Donc. Et ce croisement, on va dire le croisement de ces modules de création de valeur le long du flux de matériaux va permettre du coup la création d'un réseau de modules de création de valeur. Un haut niveau d'agrégation de ces 10 modules et donc une usine. Lorsque ces modules sont des espaces, des cyberespaces, espaces cyberphysiques autrement dit, l'usine devient smart en fait, car tous ces modules peuvent voilà, interagir entre eux, donc de manière horizontale, donc à travers le flux de matériaux, mais également de manière verticale, c'est-à-dire connecter les opérations de production avec toutes les autres activités support, que sont le marketing, le procurement, donc voilà les contrats, le recherche et développement,
le RH et bien sûr l'infrastructure sous-jacente. Donc la seconde échelle, c'est au niveau macro. Donc là, ça va être plutôt le point de vue au niveau du cycle de vie entier d'un produit. Donc il y a une phase d'acquisition de matières premières, ensuite on produit l'objet, il y a une phase d'utilisation et de service, et enfin c'est la fin de vie du produit. Il faut savoir comment s'en débarrasser. Donc l'intégration de ces éléments permet une collaboration entre les parties prenantes, les produits et tous les équipements impliqués dans le cycle de vie. Car si vous voyez ici, on a le cycle de vie donc d'un produit, mais à l'intérieur de ce cycle de vie, on a d'autres cycles de vie qui, par exemple, sont des matériels qui permettent la maintenance d'un produit ou autre. Donc tous ces éléments embarqués dans un réseau virtuel peuvent s'échanger des informations pendant toute la durée de vie d'un produit. Et c'est ce qu'on appelle donc un smart product. Alors, quelles sont les technologies qui mettent en œuvre l'industrie du futur? Donc, c'est les espaces cyberphysiques. Donc, j'en parlais, mais c'est en gros, la connexion entre le monde physique et le monde virtuel. Les jumeaux numériques, qui sont des représentations numériques d'un objet voilà, réel, d'un objet, d'un processus, tout ce qu'on va numériser, ça va être un jumeau numérique en fait. Ensuite, l'Internet of Things, ou Internet des objets. Alors là, c'est l'interconnexion d'objets connectés, et donc en lien avec, enfin en complémentarité des espaces cyberphysiques. C'est à la base du concept d'industrie du futur. Ensuite, réalité virtuelle et augmentée, qui sont des concepts voilà, très connus du grand public. Le big data et l'intelligence artificielle, qui permettent de brasser des quantités abondantes de données et de tirer des informations à valeur ajoutée à partir de données brutes. Ensuite, la cobotique, qui est la robotique collaborative, où là, c'est les robots qui vont assister l'homme. Donc, il va y avoir une volonté de replacer l'homme dans la chaîne de production automatisée et non plus le remplacer. La fabrication additive, autrement dit, bon, parfois impression 3D, c'est un terme voilà, plus connu, c'est la création d'objets couche après couche, qui est voilà, un changement de paradigme par rapport à la fabrication soustractive. On partait d'un bloc de métal et on retirait jusqu'à arriver au produit qu'on voulait. Enfin, la cybersécurité, c'est un point non négligeable, car plus on va interconnecter ces systèmes, plus ils seront vulnérables aux attaques et aux vulnérabilités. Alors, qu'est-ce que donne l'industrie 4.0 en France? Alors, c'est une initiative qui est portée à bout de bras par le gouvernement avec ses 34 plans Nouvelle France industrielle. Il y a dans l'industrie 4.0 une opportunité de redorer le blason de l'industrie française en déclin depuis quelques années. Euh, Également, c'est en phase de proof of concept chez plusieurs industriels. Certains l'ont même dépassé. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de littérature à ce sujet, car forcément les entreprises arrivent à devenir plus compétitives et plus productives, donc pas forcément envie de partager ces secrets avec leurs concurrents. Heureusement, il y a des alliances qui sont créées pour justement avoir un consensus sur ces technologies et leurs applications, et qui sont, alors en France, c'est l'Alliance Industrie du Futur, mais on peut également citer les Catapult Centers au Royaume-Uni ou l'Industrie 4.0 Plateforme en Allemagne. Alors, quels sont les freins à l'implémentation de ce nouveau paradigme? Donc, en premier lieu, c'est un management de la transition qui est non adapté, le maillon humain étant le plus important. Si il n'est pas convaincu par la pertinence de ces nouvelles méthodes, il ne les mettra pas en œuvre, tout simplement. Ensuite, certains processus traditionnels sont difficiles à numériser. Ces technologies évoluent très rapidement. Il est donc parfois difficile de se tenir à la page. Le retour sur investissement est parfois imperceptible ou sur trop long terme, qui voilà, provoque des petites surfroides, notamment dues aux contraintes financières. Et un dernier point que je n'ai pas noté mais qui est aussi essentiel, c'est que, comme je disais, la sécurité est un point très important.
certaines personnes considèrent aujourd'hui qu'elle n'est pas encore suffisante pour ouvrir leur système critique à tous les vents, entre guillemets. Alors l'industrie 5.0, c'est dans la prolongation donc de l'industrie 4.0 et ça a pour but de replacer l'humain au centre de la chaîne de production automatisée. Donc ça vise à la création d'industries collaboratives qui insistent sur la mutation des métiers plutôt qu'à leur disparition. Il y a donc un gros côté apprentissage, pédagogie et donc manager la transition vers cette industrie où on verrait le robot et l'humain travailler presque main dans la main. Alors ensuite, on assiste, voilà, enfin, ça fait déjà plusieurs années maintenant, depuis les années 70, il y a un nouveau courant qui cherche des solutions pour un monde plus durable. Donc on connaît très bien les 17 objectifs de l'ONU en ce qui concerne cela. Et malheureusement, il devient de plus en plus pressant d'agir et cela nécessite de profondes transformations, autant personnelles que collectives. Mais quand même, le consensus est de plus en plus marqué, il faut le reconnaître. Même dans des pays, même si certains gouvernements parfois tardent à prendre action. On peut par exemple citer voilà, l'exemple des États-Unis avec l'ancienne administration Trump, totalement climato-sceptique, et pourtant il y a beaucoup de mouvements américains qui ont inspiré voilà, beaucoup de mouvements durables de manière mondiale. Euh, ok, bon. Pardon, excusez-moi. Alors, ensuite, nous allons parler de plusieurs concepts. Alors, le premier, c'est l'écologie industrielle. Donc, c'est le mode d'organisation mis en place collectivement qui est caractérisé par une gestion optimisée des ressources et un fort recyclage de la matière et de l'énergie, que ce soit à l'échelle d'une zone, d'un territoire ou simplement entre deux entreprises. Donc on parle aussi parfois d'économie circulaire ou de symbiose entre systèmes industriels et naturels. Donc elle s'exprime par une substitution des ressources, donc où des échanges remplacent certains flux, que ce soit des déchets, des sous-produits, des effluents ou encore de l'énergie. On va également mutualiser les ressources, donc là du matériel, des espaces, des compétences ou des moyens logistiques. Également mutualiser les services, qui va nous permettre de rationaliser les moyens et donc de faire des économies. Et enfin, cela va permettre la création de nouvelles activités suite à l'identification de manques dans les chaînes de valeur économiques. Alors pour mettre en œuvre l'écologie industrielle, on va boucler les cycles de matière et minimiser les émissions dissipatives, valoriser systématiquement les déchets, dématérialiser les produits et activités économiques, et enfin décarboner l'énergie en favorisant une diète énergétique moins riche en carbone fossile. Alors quelques exemples d'écoparcs industriels. Alors on peut citer Kalundborg en Norvège, qui est un pionnier en la matière et qui, alors au début, ils ont mis en place un système d'échange d'eau chaude entre deux usines. Ils l'ont ensuite agrandi pour le connecter à la ville, qui a permis dans un premier temps de chauffer 2000 habitations. Et ensuite, aujourd'hui, ils en sont à 37 réseaux donc de ressources, de déchets, d'eau, d'énergie, ce qui permet à l'ensemble de ces groupes de faire une économie de 24 millions par an et de diminuer de 635 000 tonnes leurs émissions de carbone. Ensuite, le port de Rotterdam, qui lui a un système de récupération, entre autres, de CO2 et qui est ensuite canalisé vers des entreprises s'occupant de serres agricoles, le CO2 étant nécessaire aux activités voilà, de l'agriculture. En France, on peut citer les sites de Paumac-le-Bazancourt et celui des Deux-Saintes dans le nord de la France. Alors ensuite, je vais vous parler un petit peu de différents concepts qui ont inspiré mon étude. Donc au centre de tout ça, on a la biomimétique,
qui n'est ni plus ni moins que l'abstraction, le transfert de connaissances biologiques pour résoudre des problèmes. La bio-inspiration, qui englobe donc ce concept, ça va être tout bêtement s'inspirer en fait de modèles vivants pour trouver des solutions. L'éco-conception, quant à elle, cherche à réduire les impacts sur toute la vie, sur toute la durée de vie, sur le cycle de vie pardon, d'un produit. La permaculture va chercher à créer des paysages qui soient en accord avec les écosystèmes naturels et pour produire une abondance alors de fibres, de textiles, de nourriture pour subvenir à nos besoins. Le biomimétisme, qui là est un concept inventé par Janine Banus. Alors c'est presque une philosophie où en fait on prend la nature comme exemple pour trouver des solutions afin d'avoir un développement durable. Ensuite, la robotique, bon, bah, vous connaissez, mais la bionique, par contre, ça va être le remplacement ou du moins l'assistance de fonctions physiologiques, corps ou autres, par leur équivalent mécanique ou et ou électronique. Donc, chacune de ces concepts a ses principes et cela m'a permis donc d'établir voilà une compilation de ces principes. Donc, je les ai déclinés en principes constructeurs et régulateurs. Donc ici, les trois principes constructeurs sont encourager la mise en coopération libre et directe des acteurs, qui va mener à une contractualisation libre entre les acteurs. Et plus la coopération est forte, plus le système va être efficient. Ensuite, il faut chercher à favoriser la diversité d'acteurs, d'activités, de savoir et de savoir-faire, tout en conservant leur intégrité. Et cela, c'est en mettant en relation l'information, la matière et l'énergie dont ils disposent. Forcément, un système industriel qui possède toutes les mêmes activités ne pourra pas développer ce genre de synergie, ou encore une économie de partage ne peut exister pour tout le monde a le même rythme de vie. Enfin, le territoire de flux rassemblant les acteurs est formé par les ressources mises en circulation. Le corollaire étant que tout ce qui va bloquer ces flux va nécessairement diminuer l'efficience du système. Donc, c'est par exemple des brevets, des réglementations non adaptées, des composants non interopérables, ou encore des matériaux monstrueux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réutiliser. Ensuite, pour ce qui est des principes régulateurs, donc on va rechercher l'efficience maximale de l'utilisation des ressources, ce qui va amener les flux à être territorialisés géographiquement. Cela va donc limiter la dispersion et réguler la diversité. Car forcément, pour un même produit, on va chercher à produire le maximum de fonctions avec le minimum de composants. Mais cette diversité va être régulée par le fait qu'on recherche quand même une production standardisée, mais personnalisable. Second principe régulateur, c'est d'utiliser en priorité les services écosystémiques et les matériaux et énergies renouvelables à l'échelle d'une vie humaine. Le pétrole étant renouvelable, mais voilà, pas du tout dans des échelles qui nous concernent. Et enfin, comptabiliser les activités humaines en prenant compte les externalités positives et négatives, qui mènera à maximiser le renouvellement de la matière et ainsi diminuer l'extraction et les atteintes aux fonctions socles des écosystèmes. En plus de créer de former une intelligence collective qui permettra de prendre en compte les enjeux environnementaux. Ensuite, une brève liste d'indicateurs clés de performance. Alors la littérature en raffole, mais donc j'ai essayé d'en compiler dans notre cas pour l'industrie. Donc au niveau social, on peut par exemple citer le nombre d'heures de formation par employé ou encore les dépenses en initiative sociale. D'un point de vue environnemental, on peut mesurer le taux d'émission de gaz à effet de serre ou encore le pourcentage de création des déchets par unité de production.
D'un point de vue économique, on peut par exemple mesurer le taux d'investissement en recherche et développement ou encore le pourcentage de sites qui ont des labels environnementaux ou durables. Alors, maintenant, je vais vous parler donc de ces technologies qui créent enfin, qui mettent en œuvre l'industrie 4.0 et comment on pourrait les mettre au service de la biosphère. Alors, d'une manière générale, tous ces cas d'usage vont permettre à une entreprise d'augmenter son efficience, d'avoir des processus plus optimisés, ce qui mènera donc à une consommation inférieure de matières premières, une production moindre de déchets et donc forcément une réduction des coûts. Donc ici, espace cyberphysique et IoT, et donc vont très bien ensemble, donc ils sont à la base de l'industrie 4.0. Ils permettent la formation de réseaux de création de valeur, ce qui permet l'interconnexion en fait des espaces. L'interaction holistique entre des espaces, alors qu'elles soient horizontales ou verticales, va permettre donc une réduction des intrants, des émissions, des déchets et des coûts. On peut citer l'exemple, par exemple, des smart grids, qui sont donc des réseaux intelligents où il y a une meilleure mise en relation entre l'offre et la demande et entre les producteurs et consommateurs. Enfin, le monitoring en temps réel des différentes voilà de cet espace physique et de ces métriques peut servir d'outil pédagogique quand il est affiché sur des dashboards interactifs où les gens en fait peuvent voir en direct la consommation d'un bâtiment. Ensuite, le jumeau numérique. Donc c'est très intéressant une fois qu'on le connecte avec des espaces cyberphysiques. On peut citer l'exemple du BIM, donc c'est le Building Intelligent Modeling, et qui permet par exemple la simulation des performances énergétiques ou de réaliser des diagnostics techniques en amont, ou encore de mettre en place une traçabilité des déchets de chantier. Elle permet également une planification avancée. Donc là, on va rechercher une solution optimale qui va se traduire en une allocation automatique des ressources matérielles et humaines. Ensuite, la visualisation des opérations permettent voilà, aux humains d'avoir tout d'abord un visuel sur ce qui se passe et il peut donc apporter sa touche d'organisation ou un petit plus pour mieux optimiser le système. L'utilisateur apprend donc la technologie par la technologie et c'est en l'intégrant en fait dans ses processus quotidiens qu'il arrive vraiment à être convaincu de sa pertinence. Enfin, des jumeaux numériques peuvent nous servir pour faire du prototypage rapide, n'ayant pas besoin en fait d'itérer dans le monde physique. Alors par exemple pour un coton-tige, c'est encore gérable, mais on va dire que pour le prototypage d'une énorme machine industrielle, chaque itération physique sera très coûteuse et aussi difficile à mettre en œuvre que la précédente. Donc on a grâce à cela la possibilité de prototyper un produit sur l'ensemble de son cycle de vie, et ce sans jamais avoir vu l'objet dans le monde réel. Ensuite, la réalité augmentée et réalité virtuelle. Alors, un des nombreux cas d'usage, c'est le smart maintenance, qui permet en fait une session en direct entre un expert et un opérateur. L'opérateur ayant dans son champ visuel des indications sur les procédures qu'il doit mettre en place, et l'expert peut à son tour implanter des informations, des indications directement dans le champ visuel de l'opérateur, ou encore lui donner des instructions par audio. Et ce, dans un souci de mettre fin aux procédures papier qui voilà, se trouvent de plus en plus vieillissantes, d'autant plus que dans certains contextes assez isolés ou très loin voilà, des centres humains, il peut être difficile voilà, d'intervenir si on ne connaît pas ce qui se passe.
Ensuite, la création de cyberespaces de travail. Alors ça, c'est une grande opportunité, car on peut travailler dans un espace avec des collègues en étant assis dans son canapé. Cela étend en fait le concept de télétravail, mais en apportant quand même les avantages qu'on aurait d'être dans la même salle, c'est-à-dire la création d'une intelligence collective. Et cet espace est également un berceau de créativité. Donc on est beaucoup plus créatif en étant ensemble que chacun dans son coin. Couplé à des instruments pédagogiques, la réalité virtuelle peut permettre à des gens de se former en toute simplicité et en toute sécurité. Également pour les entreprises, ils pourront utiliser les machines à des seules fins de production et non plus de formation. Enfin, la réalité virtuelle peut permettre la visualisation du jumeau numérique. Qui là, nous avons donc le jumeau numérique, c'est pas forcément un modèle 3D, mais en ayant ce modèle 3D, on a donc une représentation visuelle sous nos yeux avec laquelle on peut interagir. Donc ensuite, le big data et l'intelligence artificielle. Alors, elle permet l'extraction d'informations à valeur ajoutée depuis donc des données brutes. Elle permet donc un nombre infini de cas d'usage. L'une d'elles étant la découverte de solutions optimales. Donc, on parlait tout à l'heure de la planification. Ça va être de trouver, en fonction de contraintes dynamiques, celles des processus et des interactions humaines, de trouver le meilleur compromis entre les différentes ressources. Voilà, c'est trouver l'optimal. Ensuite, la maintenance prédictive, alors qui est en plein boom et qui consiste en fait à analyser une machine et son fonctionnement pour prévenir d'éventuels incidents ou d'éventuelles pannes. Cela permet donc d'augmenter et de maximiser la disponibilité des machines. Enfin, ces informations à valeur ajoutée peuvent servir de base décisionnelle pour les humains. Passons maintenant à la cobotique, donc robotique collaborative. Elle a pour but donc, de replacer l'humain dans la chaîne de production automatisée, où le robot va assister l'humain dans ses tâches, souvent pénibles ou répétitives. Donc, elle permet, on peut par exemple citer l'exemple des exosquelettes, qui va soustraire l'effort physique pour soulever de lourdes charges, en laissant uniquement à l'utilisateur la responsabilité de l'emmener au bon endroit. Donc cela permet une augmentation de la productivité. Il a été prouvé qu'une équipe composée d'humains et d'hommes était 85% plus productive qu'une équipe uniquement composée de robots ou d'hommes. Enfin, ces robots sont très polyvalents et d'autant plus accessibles car leurs fonctions sont facilement modifiables, ils sont facilement reprogrammables et on peut les adapter à tout un cas d'usage, juste en changeant en fait le préhenseur qu'il y a au bout de ses bras ou la manière dont il se déplace. Enfin, on a des petits, si je vais quand même le parler, mais alors ça s'affiche pas, je suis désolé. Mais là, je parlais de la fabrication additive, donc l'impression 3D. Ouais. L'impression 3D, donc qui permet, donc comme je l'ai dit, de créer des objets couche après couche. Et ce nouveau paradigme permet tout d'abord une économie de matière monstre par rapport donc à un bloc où il faut retirer de la matière. Là, on utilise juste la matière qu'il faut, ou à la limite des petits supports pour aider durant l'impression. En parallèle de cela, les machines peuvent réutiliser des déchets des matériaux. Donc, il existe des machines pour mettre sous forme de copeaux, sous forme de copeaux des déchets plastiques, et ainsi de recréer de nouvelles bobines à partir de ces déchets. On peut facilement imaginer la même chose pour le métal.
Enfin, il permet un prototypage très rapide, ainsi que des possibilités de personnalisation tout à fait garanties. Et bien sûr, c'est une technologie très accessible, les imprimantes devenant de moins en moins chères. Alors, des petits compléments. Alors, je n'ai pas pu tout caser dans cette étude, mais il est important de noter que le Lean et les méthodes agiles alors, sont très adaptés à ce contexte voilà, de transition. La production au plus juste met l'accent sur la réduction des déchets. Alors, les déchets ici sont considérés comme tout ce qui peut engendrer un coût. Mais appliqué à d'autres types de déchets, on peut facilement réduire les externalités des activités. Ensuite, les méthodes agiles apportent de la flexibilité et permettent une planification adaptative, en plus d'une amélioration continue. Ensuite, donc toutes ces technologies permettent de nouvelles formes d'économie et d'échange. Alors, on peut citer l'économie circulaire, donc, où l'objectif va être de boucler les cycles de matière et d'énergie. L'économie collaborative, donc dans la lignée de l'industrie 5.0 avec voilà, l'assistance des robots, l'assistance des humains par les robots, pardon. L'industrie participative ou peer-to-peer, donc là, ça va être le partage entre plusieurs personnes grâce à généralement une plateforme web d'échange commercial. L'économie de la fonctionnalité, on va chercher à vendre plutôt l'usage d'un bien plutôt que le bien en lui-même. Donc c'est un modèle très honorable. Et enfin, l'économie de l'information qui a fait ses preuves en Corée du Sud. Ensuite, si on veut s'inspirer de la nature, il faut forcément des gens qui l'étudient, qui l'observent et qui l'étudient, euh, que sont les biologistes et toutes les autres disciplines voilà, liées. Il y a donc un accent à mettre sur la complémentarité et on va dire la coopération interdisciplinaire entre disciplines hétérogènes. Donc, on va par exemple penser à un industriel qui va parler avec un biologiste. Ça paraît pas totalement pertinent à premier lieu, mais c'est ce qu'il faudra mettre en place pour la suite afin de créer de nouvelles synergies et d'ouvrir des voies encore inexplorées. Enfin, le courant open source qui vise à abaisser les barrières de la propriété intellectuelle, et ce pour permettre la création de modèles collaboratifs basés sur la fourniture d'un service plutôt que la vente de licences d'utilisation. Sa version commerciale étant le Open Core. Alors pour conclure cette étude, donc il n'existe malheureusement pas de solution universelle, mais bien une multitude d'implémentations locales et personnalisées. C'est donc à notre échelle, enfin c'est notre responsabilité à tous d'implémenter et de réfléchir à quelles solutions on pourrait mettre en place, et ce à toutes les échelles, peu importe notre place dans l'entreprise ou la société. Enfin, non pas enfin, il faudra adapter les principes et indicateurs de performance cités à chaque industrie, car chaque industrie a ses propres enjeux et problématiques propres. Enfin, quelques limites. Il ne faut pas oublier que l'électronique, qui est à la base de ce nouveau paradigme industriel, est très consommatrice en matériaux rares pour l'électronique. Et il faudra également ne pas considérer comme la nature comme une nouvelle source ou une nouvelle boutique pour l'innovation, mais bien comme une partie intégrante à intégrer à nos écosystèmes humains. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse poser des questions si jamais vous en avez. J'ai raté quelques éléments, il y a des slides qui ne sont pas passés. Un, Ah, deux, c'est là. tout va bien, on m'entend, super. Donc je veux remercier justement Martin pour cette super présentation, très intéressante. Donc plusieurs questions. On va commencer bien par une première, hein. Combien de temps faut-il pour rentabiliser les coûts de mise en place de l'industrie 4.0? Alors c'est compliqué enfin il n'y a pas de réponse on va dire toute faite. Surtout que tous ces concepts
en sont encore au stade d'expérimentation, de conceptualisation. Il y a donc assez peu voilà, d'implémentation et surtout d'études chiffrées sur le cas. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de secrets par rapport à ça. Ce sont des technologies, des méthodes qui permettent d'augmenter la productivité, donc d'abaisser les coûts et donc voilà, de rendre une entreprise beaucoup plus compétitive. Et elle est donc, beaucoup voilà, d'industriels sont donc enclins à partager ces informations, ne voulant pas les partager avec la concurrence. Donc malheureusement, à ce stade, il n'y a pas encore voilà, d'études précises, mais c'est vrai qu'il faudrait le mesurer voilà, pour faire une meilleure communication par rapport à cela. Et pour rebondir à ta question, n'est-ce pas un frein de garder justement comment dire, ces découvertes, ces recherches sur la nouvelle industrie, enfin sur la 4.0, comme tu le disais, pour un souci de concurrence, de productivité et de rentabilité? Est-ce que c'est pas justement un frein à ce développement? Bah si, justement, mais malheureusement on peut rien y faire. Enfin, on peut rien y faire. Comme je l'ai dit, il y a des alliances qui ont été créées pour Mhm. essayer de mettre en place des modèles communs sans donner forcément des détails sur les implémentations techniques. Mais après, voilà, comme je le disais, pour l'écologie industrielle, tout ce qui va bloquer le flux d'informations va forcément réduire l'efficience du système. Donc, par exemple, si le système, ça va être un système pour implémenter ces méthodes. Si on bloque les informations, forcément qu'on va mettre plus de temps à implémenter. Donc, l'accélération en fait, de l'implémentation de ces technologies, elle est permise en fait par la collaboration entre acteurs, une des pistes de solution étant l'open source et donc cet abaissement des barrières de l'intelligence, de la propriété intellectuelle. Moi, j'avais une question, c'était comment réinventer les postes de demain? Parce qu'on a bien vu que tu vas devoir changer, par exemple, de compétences parce que l'usine va être modifiée. C'est cela. Donc, est-ce que tu as une idée, non, peut-être pas une solution, mais une idée de comment on va pouvoir créer apporter cette compétence requise à une personne? Est-ce qu'on va créer de nouvelles écoles spécialisées dans l'industrie 4.0? Est-ce qu'on va créer une nouvelle façon de faire? Euh, alors, il n'y a pas de consensus, on va dire, à ce niveau-là, si ce n'est que c'est de la responsabilité, on va dire, des industriels qui veulent alors, embrasser cette transition, de justement de faire la formation de leurs employés afin que voilà, ils intègrent ces technologies au mieux. Mais on peut peut-être penser aussi à voilà, des écoles qui seraient liées à ces méthodes de conception. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas d'université, on va dire, à proprement parler, très spécifique sur le sujet, quoi. Donc voilà, c'est un ensemble d'initiatives et d'efforts qui, mis ensemble, vont permettre de changer la vie par rapport à ça et de point de vue, on va dire. Merci beaucoup pour cette précision. Il y a une autre question d'un utilisateur qui est quel est le bénéfice écologique que représente l'utilisation d'un binôme numérique? Euh, et ben, alors il y en a plusieurs. Alors ça dépend aussi forcément des cas d'usage. Mais par exemple, tout à l'heure, je parlais des jumeaux numériques pour le prototypage et du fait qu'on a besoin de beaucoup moins d'itérations physiques. Euh, D'un seul point de vue, on va dire, de l'utilisation de matière et d'énergie pour la production de ces prototypes, euh, le jumeau numérique va nous permettre de faire 10 fois moins de prototypes physiques. Donc c'est-à-dire que là où avant on avait 10 prototypes, donc il fallait produire 10 fois la même chose avec des petites itérations, voilà, des choses qu'on change, on pourra le faire de manière numérique, donc on n'aura pas besoin d'utiliser l'énergie et la matière nécessaires à la fabrication de ces prototypes. Donc rien que de ce point de vue-là, le bénéfice est énorme. Mais bien sûr, on peut imaginer beaucoup d'autres de cas d'usage et d'application. Ok, très bien, merci. Ensuite, une autre question. Quelle solution pour lutter contre l'impact écologique de l'utilisation exponentielle de l'outil digital, data, information et géant data center, avec l'utilisation de lithium, etc. Bien sûr. Et j'ai conclu là-dessus, comme quoi voilà, l'électronique, c'est très énergivore, très consommateur en ressources et métaux rares. Euh, alors j'ai pas dit dans la présentation, mais je le comptais, c'est que ce serait pertinent justement d'avoir des sujets de recherche qui en fait permettent de peser la balance entre les bénéfices que nous apportent ces technologies d'un point de vue de réduction des externalités négatives,
avec l'impact que ça a sur les environnements de par l'extraction qu'il faudra mettre en place pour voilà, créer tous ces nouveaux objets. Donc il y a forcément une balance à trouver, mais les estimations voilà, de centaines de milliards d'objets connectés dans quelques dizaines d'années, voilà, ça donne des surfraudes et il faudra essayer voilà, peut-être de recycler des anciens matériels, ne pas avoir toujours à créer toujours plus, mais à réutiliser ce que nous avons déjà. Voilà. Très intéressant. Selon vous, quel est votre avis sur la 5G et ses infrastructures sur l'environnement? Alors c'est un avis un petit peu biaisé, je vous avoue, mais bon, je vais essayer de l'être le plus Neutre. neutre Ni possible. objectif. Mais la 5G peut être, alors, elle offre des nouvelles opportunités qui sont voilà, des transmissions à très haut débit et une latence très faible. On peut utiliser des cas d'usage où ça pourrait être bénéfique, mais vu la manière dont ça va être implémenté, c'est-à-dire bah, mettre c'est limite comme des routeurs Wi-Fi en fait dans toute la ville, euh, j'ai peur que ça ait plus d'impact négatif que ça ne pourrait d'apporter voilà, d'éléments positifs. Mais par exemple, la 5G peut servir, admettons, à faire de la téléopération, donc un opérateur à distance, voilà, qui n'a plus besoin de se déplacer pour des fonctions critiques. Donc on imagine par exemple voilà, un opérateur qui doit se déplacer d'un pays à un autre, car il a une spécialisation. Il pourra faire ça à distance et même pour des applications critiques. On parle même voilà, de chirurgie à distance. Et cela permettrait donc voilà, des avantages à ce niveau-là. Mais bon, voilà, c'est un peu. On en pense qu'on en veut aujourd'hui. Voilà. Mais Merci pour ta réponse objective et neutre. Ah, il y a une autre question. Est-ce que l'open source est aujourd'hui réellement présent dans le milieu industriel? Alors, d'un point de vue technique, les réseaux industriels sont connus pour être utilisés dans beaucoup de technologies propriétaires. Est-ce que c'est en train de changer? alors un petit peu, oui, même beaucoup. On s'en rend pas forcément compte car ce ne sont pas des projets voilà, qui apparaissent beaucoup dans les médias. Mais je peux citer par exemple l'exemple de Precious Plastic, qui est un projet open source initié par Dave Akens et qui en fait a créé, alors là il en est à la 4e version de son projet, et qui sont en fait des machines pour remplacer, enfin remplacer, ou du moins complémentariser l'industrie de l'injection plastique. C'est-à-dire qu'il a vu comment est-ce qu'on faisait dans l'industrie et il a essayé de créer des solutions à échelle humaine, on va dire, pour les mêmes fins. Donc là, son projet, il a des machines qui permettent de broyer le plastique et d'en faire, d'avoir des presses, des moules à injection qui permettent de faire une infinité de choses. Maintenant, ils font même des briques en fait, pour faire des murs ou autres, ou des panneaux entiers uniquement de plastique recyclé. Donc ça, c'est un exemple, mais on peut également citer, alors, c'était, Wikicar, je crois, Wikispeed. Mais en fait, c'est une voiture open source, donc qui a été créée par un ingénieur et qui en fait a l'objectif d'être le plus modulable possible. C'est-à-dire que demain, si on ne sait pas trop si on va avoir un moteur à hydrogène ou à eau, mais en fait, peu importe, car si le moteur est facilement interchangeable, eh ben, on pourra très facilement le faire évoluer au fil du temps. Donc, il y a comme ça des initiatives open source industrielles, mais c'est vrai que bon, la plupart de nos besoins étant remplis par l'industrie, elle garde quand même une part majeure enfin, la propriété intellectuelle a une part majeure, on va dire, dans l'industrie pour l'instant. Merci bien pour ta réponse. Et il y a une dernière question, donc c'est l'intelligence artificielle peut-elle aider dans la lutte pour le climat? Oui, tout à fait. Alors, on a vu tout à l'heure que ça nous permettait d'avoir des informations voilà, à valeur ajoutée, mais ces informations peuvent être de nature très variée en fait. Euh, Par exemple, pour la maintenance prédictive, euh, une intelligence artificielle peut par exemple nous permettre de détecter des fuites ou un niveau d'usure anormal
et qui donc permettrait d'augmenter la durée de vie du produit et voilà, sa disponibilité. Mais en d'autres termes, l'intelligence artificielle peut aider au développement durable, mais pas de manière directe, on va dire. C'est pas une intelligence qui va, on va dire, mettre en place des principes ou autres méthodes à mettre en place. On va plutôt être dans la prédiction, comment dire, l'avertissement, quoi, en fait. Voilà, exactement. C'est pour voilà, prévenir de risques qu'on ne verrait pas forcément avec des méthodes d'analyse enfin, à échelle humaine, en tout cas. Tout à fait, merci. Une dernière question. Selon vous, comment renforcer l'importance de la recyclabilité dans la conception de produits industriels au profit de la préservation de l'environnement? Alors, Est-ce le qu'il faut défi que je la d'après, c'est refasse? comment... Alors, comment renforcer l'importance de la recyclabilité dans la conception de produits industriels au profit de la préservation de l'environnement? Alors, j'ai un peu une réponse toute simple, mais le simple fait que ça va permettre à l'industriel d'économiser de l'argent, pouvant réutiliser des pièces qu'il a déjà produites, ce simple fait leur encourage à mettre en place ce genre de pratique. Alors bien sûr, on peut imaginer bien d'autres impacts, mais pour un industriel, la plupart du temps, ce qui va être le plus convaincant justement, c'est le retour sur investissement et bien en fait il va récupérer par rapport à ces méthodes mises en place. Donc il y a donc une complémentarité en fait entre bah, avantages économiques et écologiques et sociaux d'autre part. Bien que voilà, les personnes en charge ne prêtent pas forcément attention, enfin prêtent plus attention aux facteurs économiques, il ne faut pas délaisser le facteur voilà, écologique et social. Très bien, merci beaucoup. Bon, il n'y a plus de questions pour l'instant. On va peut-être attendre quelques minutes. Alors, pour faire le lien avec l'IoT, la philosophie batteryless est-elle atteignable selon vous? Euh, oui, oui, tout à fait. Enfin, de mon point de Oui, vue, de ton oui. point de vue, hein, bien sûr. Alors, on assiste voilà, à une création d'objets connectés qui fonctionnent beaucoup sur batterie aujourd'hui, Mhm. mais ces batteries, elles sont souvent rechargées par des systèmes qui permettent de récolter de l'énergie, donc par le mouvement cinétique, par la chaleur, par des cellules photovoltaïques. Et donc, c'est la complémentarité en fait de la batterie et de systèmes de récupération qui permet l'autonomie de l'objet. Mais pour un monde sans batterie, certaines personnes aujourd'hui mettent l'accent sur l'utilisation de supercapaciteurs et de supercondensateurs, pardon, et qui ont enfin, le but de remplacer en fait ces batteries au lithium, car étant moins gourmandes en consommation de métaux rares. Eh bien, merci beaucoup, Martin, pour ta présentation et ces Merci à réponses vous. à ces questions. Ce débat était très intéressant. On va se laisser quelques minutes pour passer à la prochaine, à la prochaine conférence sur l'alimentation, qui portera sur l'alimentation. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.